Aux origines de la personne se trouvent les fondements du droit. Le droit est originellement l'art de s'assurer de la valeur des paroles données par les êtres humains et de celle de leurs déclarations au sein d'une société humaine. Le droit se trouve ainsi au fondement de toute l'histoire de la civilisation. On ne peut pas faire société si les paroles et les serments n'y ont pas de valeur. Ce principe au cœur du droit détermine ainsi l'autorité d'une parole, sa légitimité. Associé à cela se trouve la détermination de la notion de souveraineté des individus, de leurs droits naturels, c'est-à-dire des droits donnés par la nature ou par un principe supérieur, le créateur, les dieux en fonction des traditions. Lorsqu'une dynastie royale établissait une cité dans l'Antiquité, elle commençait par s'adresser aux tribus environnantes pour leur demander d'intégrer, c'est-à-dire incorporer, leur cité. La cité-État qui se trouvait être la racine du projet civilisationnel naissant à la sortie du néolithique et au début de l'âge du bronze. Dans l'organisation tribale, depuis au moins la période néolithique, chaque membre de la tribu avait sa fonction reconnue et donc sa souveraineté reconnue au sein d'une micro-société. Le chef du village, le chaman, le chasseur, le guérisseur, la guérisseuse ou le guerrier. Par conséquent, la première chose dont un chef de tribu devait s'assurer auprès du roi de la cité était d'accepter de participer à son projet de cité et de s'y installer avec sa tribu à condition que la politique de la cité respecte les droits naturels et souverains de ladite tribu. Le souverain est en effet forcé de reconnaître les droits naturels des groupes humains qu'il veut faire participer à son projet s'il veut que des êtres humains donnent leur consentement pour cela. Donc le moteur de la civilisation au départ, par la force des choses, est bien la liberté naturelle et souveraine reconnue. C'est à travers ce processus que va naître le citoyen. Le citoyen est celui dont les droits naturels et souverains sont reconnus au sein de la cité. Donc le citoyen n'est pas celui qui obéit aux ordres, aux règlements de l'État, qui élit, qui paye des impôts et taxes, comme l'on a tendance à le concevoir aujourd'hui. La démocratie athénienne reposait ainsi sur des processus qui existaient déjà antérieurement. La démocratie héritait alors du système tribal. La démocratie étant à la base la réunification des tribus au sein de la cité. L'assemblée citoyenne n'est que la transposition des assemblées tribales au sein de la cité. Assemblées tribales dans lesquelles la voix de chaque homme comptait. Un homme, une voix, une parole. Principe de souveraineté individuelle. L'être humain est donc doté des droits naturels dès le commencement de l'histoire. Il règne sur le domaine de son énergie, laquelle se traduit par son potentiel de création, ses propriétés matérielles, à travers ses œuvres, et immatérielles, à travers ses idées, concepts, inventions, tout ce que son corps et son esprit pourront produire. Ce domaine est consacré par un titre. Ce titre est toujours originellement manifesté par un nom, parce que, à un niveau fondamental, ce qui n'a pas de nom et n'est pas déclaré n'existe pas. En droit, et on retrouve cette loi dans les anciennes traditions spirituelles et religieuses, ce qui n'a pas de nom et n'est pas déclaré n'a pas d'existence. Cela correspond à une loi naturelle, et en tant que telle, elle est opérative, c'est-à-dire qu'elle opère des effets au sein de la réalité. Ce nom, c'est le prénom, ou bien le nom d'usage, écrit avec une lettre majuscule, écrit comme suit, un tel. Depuis l'aube de l'humanité, l'individu est associé à une famille, à un clan ou une tribu, car on ne peut survivre seul. Donc cela se formule un tel de la famille une telle. Ceci est le nom de l'être humain historique à travers lequel son domaine de succession personnelle et sa souveraineté sont reconnus. Et par son libre consentement, il se rattache à sa famille, sa lignée, sa tribu, ses ancêtres qu'il respecte, révère, voire vénère, au milieu du culte des ancêtres. Ici, l'on parlera alors d'appellation, pour bien le distinguer du nom de la personne.
Le titre est normalement légué aux descendants comme un dépôt lié aux droits naturels et à la souveraineté des individus, leur garantissant de jouir de leur liberté et souveraineté. C'est pourquoi la noblesse accordait autant d'importance aux titres et à leurs legs. La succession n'est pas qu'une affaire de biens, mais également de droits acquis. Les deux, biens et droits, s'acquièrent par une dépense énergétique de l'individu humain. Jusqu'ici, on a parlé d'être humain, d'individu humain, pas encore de personne. L'individu humain possède sa propre appellation, et la personne possède son propre nom, qui sont distincts. Le nom de la personne est le nom par lequel vous vous appelez vous-même jusqu'ici, parce que vous avez été éduqué à répondre à ce nom. C'est le prénom directement suivi du nom. Cela désigne une personne, au sens légal, et non un individu humain. Cette manière de nommer vient des Romains et a ensuite été utilisée pour les états civils, et donc les noms de personnes enregistrées qui allaient servir aux États. L'appellation de l'être humain est légitime, loyale. Le nom de la personne est légal, c'est une fiction. Il est inscrit. L'être humain est créancier, créateur et créateur de richesses. Il a accès à des remèdes en droit. La personne juridique en tant que fiction ne crée rien. Elle est forcément débitrice. Elle sert de caution aux dettes de l'État. L'être humain a des recours pour retrouver un droit, pour retrouver une réparation d'un préjudice. La personne juridique est par défaut coupable en cours. L'être humain est privé, particulier, libre. Il incarne l'exception, la singularité. La personne est publique ou incorporée. Elle incarne la norme, le commun. Le loyal ou légitime fait référence à la réalité. Cela fonctionne parce que c'est réel. Le légal fait référence aux fictions juridiques, quelque chose qui fonctionne seulement parce qu'on y croit. Les personnes légales ont commencé à apparaître avec la généralisation des taxations et la nécessité de tenir des registres fiscaux. Dès le Moyen Âge, ce fut le début de quelque chose qui allait se systématiser au fil des siècles. La Convention de la République décrète ainsi en 1794 « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. » L'État crée la personne légale suite à la naissance d'un être humain, via l'acte de naissance, par le consentement non éclairé des parents, ou absence de consentement express, qui est en réalité la création d'une personne juridique par effet de droit. À ce moment-là, la jonction est faite entre l'être humain réel et la personne légale, fiction juridique. À partir de ce moment, l'État peut échanger avec vous en tant que personne juridique et non avec un être humain souverain de ses droits naturels. L'État étant lui-même une personne juridique et une fiction légale, il fait autorité parce que des êtres humains y croient et alimentent la croyance en lui. Il ne peut contracter et échanger qu'avec d'autres personnes juridiques, comme lui. D'où l'intérêt pour lui de faire de vous une personne juridique afin de pouvoir vous engager dans ces divers contrats.